Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder la saison 2 d'Hippocrate qui vient de sortir sur Canal+, et disponible sur MyCanal, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Hippocrate ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice qui voulait être médecin. Elle a renoncé après s'être évanouie devant l'épisode 1 d'Hippocrate. C'est Elsa Morel. Hein. Bonjour. Non, mais médecin, c'est trop dur, j'ai l'impression. Trop compliqué pour toi. Trop de temps, trop d'énergie. Trop d'énergie. Trop de tension. Très bien. Notre second serial killer est un producteur artistique de télévision dans l'univers des séries médicales. Il n'est nul autre que Dr House. Toujours le bon mot pour laisser bouche bée, c'est Florian Guillot. Et surtout l'addiction aux drogues et aux médicaments. Et il boite un peu aussi. Et voilà. Mais ça, c'est dû à mon grand âge, certainement. Le charisme en moins. Sympa. Finalement, retrouvons une serial killeuse attachée de presse qui doit avoir suivi une formation de médecine, puisqu'à chaque épisode, ses chroniques font palpiter nos cœurs. C'était Emma Salvarelli. Ah bah aujourd'hui, je suis gentil. Non mais je suis la préférée ici. Bah super, c'est gentil de rien du tout. Moi, c'était gentil juste quand j'ai dit que t'avais pas de charisme, ça l'était moins. Mais Ouais, voilà. Je suis l'enfant préféré. Eh ben, peut-être. Tu as de la chance. On verra au prochain épisode si ça le reste. Aujourd'hui, en tout cas, donc c'est la série Hippocrate de Thomas Lilti que nous allons autopsier. Et je sais que vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos dessus. Mais avant ça, on va commencer par faire un tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite. Alors annulation, reconduction, casting, tournage, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Mesdames et messieurs, mes larmes coulent naturellement sur mes joues rien qu'en vous annonçant la première Unagi News. C'est une catastrophe, un désastre. Que dis-je ? Je suis en deuil. En effet, Reggae Jean Page, interprète du Duke Simon, qui n'est autre que l'homme de ma vie, quitte la série Les Chroniques de Bridgerton et ne sera pas présent à la saison 2. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait signé qu'un seul contrat pour la première saison et maintenant je n'ai plus aucune raison de regarder la série. J'essaye donc tant bien que mal de me remonter le moral avec les prochaines Unagi News et comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Le casting de la prochaine série de Star Wars autour du personnage d'Obi-Wan Kenobi est enfin révélé. On retrouve bien évidemment Ewan McGregor. S'il n'avait pas été là d'ailleurs j'aurais fait une crise, hein, sachez-le, j'aurais été devant le plateau j'aurais dit non. Mais aussi Hayden Christensen qui tenait le rôle d'Anakin Skywalker dans la même saga et qui sera de la partie. Ils seront épaulés par deux autres intervenants, Joel Edgerton et Bonnie Peace qui jouaient les parents adoptifs de Luke Skywalker lors de la revanche des Sith. Et quand on parle de comeback, la bonne nouvelle de la semaine, le tournage de la grande réunion de Friends vient de commencer. L'équipe de la série s'est donné rendez-vous pour tourner cet épisode très spécial et je l'attends Dieu pied ferme. Décidément, j'aime bien vous parler de tournage d'ailleurs et c'est la dernière bonne nouvelle de la semaine. Le tournage de la saison 2 de The Witcher est officiellement terminé. Vous devriez le voir atterrir d'ici la fin de l'année. Bien, merci pour toutes ces informations passionnantes. Emma, est-ce que vous voulez réagir dessus? Elsa qui rigole. Moi, j'adore. Je veux trop voir la réunion de Friends, même si c'est pas un épisode. Bien sûr. Apparemment, il y aura une surprise selon David Schwimmer, qui est donc Ross. Il y aura une petite surprise. Ça aurait été la cerise sur le gâteau, un petit épisode, je sais pas. Peut-être un petit bout, un extrait qu'ils vont jouer, un truc comme ça. J'aimerais trop voir comment ils ont vieilli et tout, leur personnage. Mais ça va être le cas. Monica a pris un mauvais coup de vieux. Elle a surtout pris un bon coup de bistouri dans les joues. C'est pas possible. Florian, est-ce que tu veux non, moi je suis d'accord avec Elsa. J'ai très hâte de voir cette réunion de Friends et du coup j'attends aussi la réunion de How I Met Your Mother qui viendra peut-être par la suite. Elle est tombée quelque part, je crois. Elle n'existe pas cette réunion. Elsa, ça tire à balles réelles. Dans les rêves de Florian. Mais voilà, oui. Non mais Friends c'est déjà très bien. C'est déjà super. Bon, on a tous hâte de découvrir ça. Ça arrivera, j'imagine, dans les semaines ou dans les mois à venir. Ça devrait pas trop tarder parce que c'est une sorte de talk show en fait, cette réunion. Donc bon, ça va pas prendre 3 ans à se monter. Mais bon, voilà, on va maintenant donc s'intéresser au vif. On va rentrer un peu dans le vif du sujet avec notre analyse et critique d'Hippocrate. Il est donc l'heure de passer
Et c'est Florian Guillot qui va commencer cette auscultation en nous parlant des origines de la série. Et les origines de la série ne peuvent pas vraiment être décorrélées des origines de son créateur, Thomas Lilti. Car si vous posiez la question, c'est un vrai médecin qui se cache derrière cette série. Son parcours est atypique puisqu'il a exercé la médecine générale en parallèle de ses activités de réalisateur et de scénariste jusqu'en 2016. Depuis très très longtemps, il voulait faire de la télévision et du cinéma, mais son père, lui-même médecin, n'était pas de cet avis. Il a donc choisi de faire les mêmes études que son père pour s'acheter une forme de tranquillité. Mais sa passion n'était jamais très loin, et après quelques courts-métrages, un premier long-métrage passé relativement inaperçu et quelques collaborations à l'écriture de séries pour ados, notamment Cœur Océan, il a entamé en 2014 une trilogie médicale au cinéma, qui ont tous été des grands succès en salle. Il y a eu Médecin de campagne, notamment avec François Cluzet en 2016. Il y a eu Première année, notamment avec Vincent Lacoste en 2018. Mais la première œuvre de cette trilogie, c'est justement Hippocrate, en 2014. La série est donc librement inspirée de ce long métrage. Thomas Lilti s'est donc copié lui-même. Le long métrage, il a eu 7 nominations au César, dont des nominations quand même prestigieuses, le prix du meilleur film ou le prix du meilleur réalisateur. Et sur les 7 nominations, il n'y a que Reda Kateb qui sera lauréat du César du meilleur acteur dans un second rôle. Thomas Lilti, il prévoyait dès le départ de créer une série sur l'univers hospitalier après l'échec de son premier long métrage qui s'appelait Les Yeux bandés en 2007, mais il n'a trouvé aucun diffuseur réceptif à l'époque. Je pense qu'à cette époque, le sujet n'était pas assez porteur pour les diffuseurs, encore quelques-uns qui ont eu le nez creux. C'est pour ça qu'il a pris de nombreuses années à réunir un financement pour faire le long métrage, et bizarrement, quand on fait 3 films sur la médecine qui passent presque chacun le million d'entrées au cinéma, ça ouvre un peu plus facilement les portes de la télévision. Alors pourquoi très vite Thomas Lilti voulait utiliser le support de la série ? Eh bien c'était pour reprendre, selon ses termes, pour pouvoir raconter ce qui lui importe le plus, c'est-à-dire ce qu'est l'hôpital en France. L'hôpital évidemment dans sa dimension sociale et politique, mais pas que. Aussi raconter ce que c'est que de soigner les gens, ce que c'est ce métier de dévouement pour les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. Dans un film en 1h30, tout ce discours social et politique, on est obligé de le raconter de façon très frontale. Là, je cite Thomas Lilti. On est obligé de le raconter de façon très frontale pour être sûr que le spectateur comprenne bien que le film parle de ça. Et dans une série, toujours selon lui, on peut le mettre comme un élément de décor, il infuse de façon plus insidieuse et peut-être de façon plus élégante finalement. D'ailleurs, pour lui, là où d'habitude on dit que le cinéma est le lieu de la création, de la mise en scène et que la série télé ne sert qu'à raconter des histoires, lui il le vit complètement à l'opposé et il pense avoir énormément progressé en mise en scène et dans la façon de raconter ses histoires grâce à la télévision. Sa volonté, c'est que la série ne parle pas qu'aux médecins, mais que tout ce que ressentent les personnages puisse être compris et ressenti par n'importe qui, dans sa propre vie professionnelle ou dans sa famille, mais évidemment, l'écrin de l'hôpital permet de rendre tout ça beaucoup plus romanesque. Enfin, c'est intéressant parce qu'il déclare, comme tous les soignants, il est friand de séries médicales US, mais toujours avec de la distance, un peu d'ironie, où on se rend compte que c'est pas vraiment ça qui se passe dans la réalité. Et sa référence, pour la création d'Hippocrate, la référence la plus présente dans son esprit, eh bien ce n'est autre que l'emblématique Urgence. Et ça, c'est pour 3 raisons. Parce que, première raison, c'est une des rares séries des États-Unis, une série US, a aussi traité de qu'est-ce que le système de santé américain ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est malade aux États-Unis, quand on n'a pas d'assurance maladie privée, quand on n'a pas de sécurité sociale ? Deuxième point, parce que c'était une série d'action médicale très réaliste, et enfin, parce que c'était la série médicale par excellence qui a été diffusée à l'époque où Thomas Lilti faisait ses études de médecine, donc l'identification au personnage pour lui était très forte. Merci pour toutes ces informations, Florian. Emma, du coup, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode de la saison 2 ? Parce que je précise à tous nos auditeurs qu'on va s'intéresser à Hippocrate, la série. On parlera de la saison 1, bien sûr, mais là, on centre un peu aussi sur cette saison 2. Vous aurez des informations autant sur la première saison que sur la deuxième. Mais donc, comment commence cette deuxième saison d'Hippocrate, Emma ? Alors déjà, dans toute logique, c'est la suite de la saison 1, au cas où si personne ne l'a vu. Vous avez un doute ? C'est le principe des saisons. D'accord. Okay. Et donc, dans cette saison 2, les urgences, en fait, sont inondées. Et c'est pour ça que tout le monde doit venir en interne et que du coup c'est tous les bousculements et ça va être la découverte d'un nouveau métier qu'est les urgences, si je peux dire métier, pour les étudiants en interne. C'est ça, oui. Ils partent en fait en médecine interne et qui est donc le service qu'on suivait dans la première saison. Première question du coup déjà que je pose habituellement, Elsa, si c'était pour épisode 1, est-ce que tu aurais regardé cette saison 2 déjà ? Qui avait regardé et qui a regardé la saison 1, pas qui avait ? Toi tu l'as pas
vu Emma, c'est ça? Non. C'est un parti pris parce que ça va être intéressant. On va avoir ton point de vue à chaque fois pour voir si, en commençant directement, s'il y a des auditeurs qui ont la flemme de voir la 1 et qui voudraient commencer avec la 2, est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont pouvoir le voir avec toi. Et nous. Moi, j'ai regardé du coup la saison 1 pour bien préparer cette saison 2. C'est ça, de Florian et Elsa. Mais tu l'aurais regardé tout seul, Hippocrate, cette série-là? Le sujet m'intéressait, mais c'est vrai que j'avais pas eu l'idée de la regarder encore. C'était une série que j'avais un peu regardé de loin, entre guillemets. Mais le sujet est hyper intéressant et comme c'est traité, j'aime beaucoup. Donc on va en parler plus précisément. Ça s'arrêtait en plein milieu de la phrase. Ok, très bien. Est-ce que vous trouvez que ce premier épisode est bien écrit de cette saison 2, Florian? Je trouve qu'il est en tout cas beaucoup plus rythmé. Parce qu'avec cette saison 2, on passe donc dans l'univers des urgences qui arrivent en médecine interne, qui arrivent dans l'univers des personnages qu'on suit depuis la saison 1. Et c'est pour moi un bon parti pris parce que le fait d'amener les urgences dans ce service, on gagne forcément en tension, en rapidité, en nervosité, du point de vue de la mise en scène, du point de vue des actions qui sont déroulées, du point de vue des situations qui sont un peu plus extraordinaires que la médecine interne. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant parce que c'est très rythmé. Elsa, tu veux réagir? Je précise parce qu'on n'a pas mentionné le casting rapidement. Donc il y a Alice Belaïdi, Louise Bourgoin, Zachary Chasseriot, Karim Leclou, Anne Consigny. Il y a quand même un casting qui est assez incroyable. Elsa, moi, le premier épisode de la saison 2, ça m'a un petit peu déboussolé dans le sens où ça prend quand même vachement après la fin de la saison 1. Il y a des gros cliffhangers à la fin de la saison 1 et je m'attendais à voir comment est-ce qu'on va résoudre ces problèmes et finalement il y a un saut dans le temps qui fait que c'est un peu par facilité, je sais pas. Narrativement, c'est assez étonnant, effectivement. Je sais pas si c'est par facilité ou en fait c'est ça le fait est qu'on termine effectivement avec plusieurs points, on se demande ce qui va se passer et en fait ça reprend et on sait pas ce qui s'est passé et en fait on va le découvrir au cours de cette saison 2. Moi j'ai vu plusieurs épisodes, je les ai pas tous vus, j'ai pas toutes les clés, mais il y a des petits indices qui se profilent à l'horizon, mais effectivement c'est assez étonnant d'amener des réponses de façon assez lente quoi et pas de contextualiser dès le premier épisode. Et en même temps ça permet quand même d'étendre un peu sur la distance dans le temps parce que vu que la première saison était très condensée dans le temps, ça permet de un peu d'étendre ça et de découvrir d'autres facettes du métier, des urgences notamment, c'est hyper bien fait. Et voir comment ils ont évolué. Emma, toi qui n'as pas vu la saison 1, comment es-tu arrivée sur cette saison 2 directement? Alors sincèrement, mieux que ce à quoi je m'attendais. Parce que effectivement il y a des éléments que tu comprends pas, enfin moi j'ai payé des trucs que j'ai pas compris, les relations entre certains, il m'a fallu un petit moment, heureusement qu'au début il y avait un récap parce que ça m'a permis de situer un peu les personnages, mais en fait c'est le souci je pense de cette série, c'est que si t'as pas vu la saison 1, les relations tu les sens pas trop hein. Il y en a deux qui sont en couple, je trouve qu'on le sent pas spécialement, et s'il me l'avait... Il y en a deux qui sont en couple? Il a pas... si. Oui. Bah tu vois, Zachary, le personnage. Oui, c'est ça, Hugo et Alison. Ils sont en couple dans la saison 2? Bah je sais pas. Dans la saison 1 déjà. Non, ils sont pas en couple. Elle est en couple avec son copain dans la saison 1. Mais d'accord, mais il y a une relation qui s'installe. Ah oui, non, mais c'est pas une relation de couple. Ils sont ensemble. Ils ont Ken, on peut le dire. Ils ont Ken. Mais il y a pas. Elle avait un copain à ce moment-là. Non, mais elle est suivie la relation et puis à un moment donné, il la largue dans la saison 1. Il lui fait ses affaires, etc. Oui, le copain, donc pas le personnage d'Hugo qui est l'interne, mais oui, mais ça veut pas dire que pour autant elle est en couple avec le personnage d'Hugo Wagner. En fait, c'est un peu le problème dans la saison, donc peut-être. C'est un peu le problème de la série, c'est que Attends, il y a Florian. C'est un peu le problème de la série, c'est que tout est un peu flou. Et les relations entre les personnages, si tu regardes la saison 1, tu vas pas beaucoup mieux les comprendre qu'en regardant la saison 2. Parce que tout est un peu vague, tout est un peu très très lent et en même temps pas très bien exploité. Les choses vont pas très très loin. Donc oui, effectivement, on sait pas. Peut-être qu'ils sont pas en couple. On n'en sait rien. C'est peut-être le sujet qui implique ça aussi. Le fait que justement tous ces internes-là, ils passent tellement tout leur temps dans cet hôpital-là que leur vie privée, on le voit quand Alice Belaïdi, elle est en couple depuis 6-7 ans dans la saison 1, c'est ce qui est dit avec son copain, et en fait on voit qu'à partir du moment où elle arrive dans cet hôpital là, ça occupe tellement toute sa vie qu'elle a pas le temps de continuer à, on va dire, à nourrir sa première relation. Donc c'est ça qui fait aussi que les relations entre eux sont un peu sont pas forcément hyper abouties parce qu'ils ont pas le temps d'y consacrer du temps, justement. Emma, moi ce que j'allais dire, c'est que ce qui m'a permis de bien m'ancrer dans la série malgré tout, c'est qu'il se passe tellement de choses par épisode
que un épisode est toujours un nouvel épisode, si je peux dire ça comme ça. Il se passe jamais la même chose que dans l'épisode d'avant, à part un peu des fils conducteurs, mais au final, t'arrives à t'y accrocher parce que un jour il se passe ceci, l'épisode d'après il se passe ça comme à l'hôpital, et donc dans la saison 2 tu suis plus les aventures de l'hôpital que les aventures des personnages, je trouve. Et en même temps, je trouve que c'est ce qui différencie Hippocrate des autres séries médicales, c'est que oui, il se passe des choses différentes par épisode, mais en même temps, c'est pas le Grey's Anatomy que j'ai jamais vraiment regardé où il y a un cas par épisode, c'est ça, ou non, pas forcément. Ah ouais. Il peut y avoir des cas qui durent sur la longueur. Oui, mais Hippocrate, c'est vraiment pas comme ça. On va pas suivre un cas par épisode. Non, en tout cas, il y en a qui, quand on regarde la saison 1, il y en a vraiment qui s'étalent tout au long de la saison. Après, la saison 2, j'ai pas encore tout vu, mais j'imagine aussi qu'on va retrouver des personnages et que c'est ce qui différencie ça aussi d'autres séries où c'est plus une histoire par épisode, quoi. Elsa. On parlait de la relation entre les personnages, donc c'est vrai que c'est peut-être pas bien explicité, mais ce que j'aime beaucoup, c'est comment quand même les personnages sont écrits eux-mêmes et comment ils interagissent avec les patients. Et pour moi, ce que j'aime le plus dans cette série, c'est l'acte médical en lui-même. En fait, comment est-ce qu'on filme ça ? Comment est-ce que les soignants appréhendent cet acte médical ? C'est ce que j'aime le plus. C'est pas tellement la relation entre les personnages, je m'en fous un peu, mais c'est plus les personnages avec le patient. Emma. J'étais en train de m'étouffer, pardon. Yes. Je suis d'accord avec Elsa. Ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est très cru comme série. On voit les choses telles qu'elles sont, on voit il y a du sang. Alors voilà, si on n'aime pas le sang, si on n'aime pas le vomi, si on n'aime pas ce genre de choses, ne regardez pas la série. Notamment le premier épisode de la saison 1, il est un peu gratiné. De la saison 1, tu ne l'as pas vu. Non, mais même la saison 2, c'est pas mal. La saison 1, ils ont fait plus fort. La saison 2, tu vois carrément un os qui ressort. Et tu vois le mec se prendre du vomi dans la figure. Enfin, tu vois de tout dans la saison 2. Il y a du sang aussi. Et ouais. Dans la figure. Et je trouve ça bien parce qu'on arrête justement d'enjoliver le métier d'urgentiste, le métier de médecin, et on le montre tel qu'il est. On arrête de mettre des tabous autour de ça, alors que c'est un métier important et qui mérite d'être montré à 100%. Florian. Elsa disait qu'elle avait pas vraiment envie de voir les relations entre les personnages, et heureusement, parce qu'il y en a pas vraiment. Non, je dis un peu fort, je grossis le trait. Non, mais je grossis le trait exprès. Mais effectivement, c'est là qu'on voit, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que Urgence est vraiment la référence. Tout comme dans Urgence, ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Ce sont les cas qui constituent la majorité du scénario et de l'histoire, et pas l'histoire qui peut se passer entre les personnages en marge de leur travail. Ça a des qualités et ça a aussi des défauts. Pour moi, il manque d'objectifs aux personnages, il manque d'épaisseur aux personnages, il manque de caractérisation, qui fait que effectivement on peut pas trop s'attacher aux relations entre eux parce qu'on n'en connaît pas beaucoup sur eux et ça nous intéresse pas des masses. Et après, par rapport à ce que disait Emma sur le réalisme et arrêter d'enjoliver les choses, pareil, ça a des qualités comme des défauts, parce que moi, si j'ai envie de voir quelque chose de très réaliste, je vais peut-être plutôt aller regarder un documentaire, même si Aurélien veut pas. Et dans des séries comme Grey's Anatomy, où on sait très bien qu'on est dans un monde un petit peu plus idyllique, on a au moins comment dire, des cas qui sont haletants, émouvants, et on a envie d'être les personnages. Là, je trouve qu'à aucun moment on a envie d'être ces personnages, tellement ils sont parce que c'est la réalité, c'est une réalité compliquée. Oui, mais moi c'est un problème pour moi dans une série. J'ai envie d'être les personnages. Oui, c'est ça, mais en fait j'ai l'impression que ce que tu reproches c'est un peu à la série, c'est d'être quasiment trop réaliste. Oui. Parce que ce que tu dis qu'il vaut mieux voir un documentaire, pour le coup, je suis pas d'accord. Est-ce que la fiction aussi, ça peut être un des objectifs, un des intérêts, que la fiction, bien que ce soit de la fiction, retranscrive ces situations-là auxquelles le documentaire peut échapper. C'est compliqué de faire un documentaire dans les urgences, de filmer, d'avoir cette intimité-là que créée par la fiction, mais avec des histoires à partir de la réalité. Thomas Litti, Florian. Je dis pas que c'est mauvais ou que ce sont des erreurs. Là, vraiment, pendant tout cet épisode, je vais vraiment avoir un point de vue très personnel sur les choses, et peut-être qu'il y a des gens qui vont le partager. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir dans une série. Justement, j'ai envie de voir des choses un peu plus belles et qui me donnent envie d'être les persos. Je prends juste un exemple. Par exemple, si on regarde 10%, on sait très bien que la vie d'agent n'est pas aussi géniale que ce qui est raconté dans la série. C'est pas aussi mouvementé. Parfois, c'est que de la paperasse, c'est que signer des contrats, et ça peut être une journée de bureau très chiante. Mais
on a l'impression de voir quelque chose d'assez réaliste, d'assez quotidien, et en même temps, on a envie de voir ces persos. Quand on regarde Engrenage, c'est pareil. C'est la vie de policier de façon très crue et très dure, mais on a quand même envie d'aller avec eux dans la bagarre. Donc je sais pas quel est ce petit supplément d'âme qu'ont ces séries-là que je ne retrouve pas dans Hippocrate, mais pour moi, il y a un truc qui fait que je n'ai pas envie d'être les persos, et à partir de ce moment-là, pour moi, il y a quelque chose de raté. Alors pour le coup, moi, la comparaison avec 10%, je trouve qu'elle est un peu compliquée parce que c'est quand même un peu un métier qui est tout de suite un peu plus fascinant. On se doute que c'est un peu plus tranquille que justement le métier de médecin. Avec Engrenage, ça marche mieux la comparaison, mais pour le coup, je trouve que moi, c'est la même chose. Je suis autant pris par Engrenage que par Hippocrate. Et je trouve qu'on voit que les vies des policiers dans Engrenage et des médecins sont compliquées dans les deux cas, mais en même temps, on adhère, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe, Elsa. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, comme mine de rien, c'est la caractérisation des personnages. Par exemple, je trouve que le personnage le mieux écrit, c'est celui de Louise Bourgoin et Karim Leclou aussi. Et j'aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment des enjeux forts. Genre Louise Bourgoin, dans la saison 1, elle est cette majeure de promo qui doit tout réussir, mais elle a un problème au cœur. Donc effectivement, ça va l'handicaper dans son métier. Et je trouve ça hyper intéressant, la dimension psychologique qu'il va y avoir. Et Karim Leclou, il y a un côté mystérieux dans son métier, dans sa personnalité. Et on se dit, mais pourquoi il est là, etc. Ça nous intrigue. Moi, ça m'intrigue. Par contre, les personnages... On garde dans la saison 2 le côté mystérieux d'ailleurs. Par contre, c'est vrai que les personnages d'Alison et Hugo, je les ai trouvés un peu moins développés. Je suis d'accord avec Florian, un peu moins, ils ont un peu moins de profondeur. Leurs enjeux, ils sont attachants. Ils sont attachants, mais c'est vrai qu'ils ont moins d'enjeux dans leur psychologie. Je sais pas, moi je trouve vraiment très attachant et je trouve que justement, ce que tu disais, au contraire, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée, ce personnage d'Alison qui est donc incarné, je trouve, avec vraiment brio par Alice Belaïdi. Et pareil pour le personnage d'Hugo Wagner qui est donc, je l'ai dit, interprété par Zachary Chasseriau, qui est aussi, je les trouve très bons. Il y a une alchimie entre les deux, mais en tout cas, j'adhère vraiment, Florian. Non, je voulais juste réagir à ce que disait Elsa. Je pense que, moi, je trouve que les persos de Louise Bourgoin et Karim Leclou n'ont pas d'enjeu non plus. Enfin, c'est comme Alison et Hugo, pour moi, dans la saison 1, en tout cas, Louise Bourgoin, elle est parfaitement antipathique sans amener vraiment autre chose, ou alors vraiment très très loin dans la série. Moi, je trouve qu'elle est antipathique, mais on accroche énormément. Je suis pas d'accord du tout. Pour moi, le tour de force de Thomas Lilti, c'est ça. Il nous montre un personnage qui est pas très agréable, plutôt antipathique, et pourtant auquel moi je me suis énormément attaché. Quand on regarde Scrubs, par exemple, alors ok, c'est une comédie, mais quand on regarde Scrubs, Cox, il est détestable. Perry Cox, il est détestable et il envoie des bâches à tout le monde, mais on a une vraie attache à ce personnage. Même Bob Kelso, à la limite, on adore le détester. Louise Bourgoin, je l'ai juste trouvé, donc son personnage antipathique au possible, et vraiment j'ai pas compris. Et Karim Leclou, ce que toi tu ressens comme un côté mystérieux, moi je trouve que c'est un vide de caractérisation, de typologie de personnage. Je comprends pas. En fait, pour moi c'est fantomatique comme personnage. D'accord. Ça manque d'épaisseur. Okay. Bon, on reprend ce débat dans un instant, mais en attendant, je vais donc me tourner vers Elsa Morel afin que tu nous dresses un diagnostic autour de la production d'Hippocrate. Alors Hippocrate, c'est un peu une histoire de famille en termes de production. Les deux producteurs de la série, donc Emmanuel Barrault et Agnès Vallée, ont aussi produit les 3 précédents films de Thomas Lilti sur la médecine, comme l'a dit Florian. Et cette histoire de famille, elle est aussi retrouvée dans l'écriture du scénario, puisque outre Anaïs Carpita et Claude Lepape, on retrouve donc Julien Lilti, le frère de Thomas Lilti, à l'écriture du scénario. J'aimerais maintenant vous parler du lieu essentiel de la série, c'est-à-dire l'hôpital. Les équipes de tournage ont investi les lieux de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, donc au nord-est de Paris, et tout le décor de l'hôpital présent dans la série a ainsi été reconstitué dans une aile désaffectée. Et pour accentuer encore plus le réalisme de la série, des vrais infirmiers et aides-soignants sont venus faire de la figuration pour renforcer le côté réalisme donc. Avec un décor pareil, impossible de ne pas paraître réaliste, c'est pourquoi le réalisateur Thomas Lilti a utilisé un protocole pour faire en sorte que ses comédiens soient le plus à l'aise possible dans les gestes et la représentation du corps médical. Il a commencé par faire des lectures intensives et longues du scénario, puis a montré des séquences de la série Urgence mettant en avant des gestes médico-techniques comme un massage cardiaque. Enfin, pendant le tournage, beaucoup de prises pouvaient être faites pour que les comédiens répètent des gestes médicaux. Louise Bourgoin, l'interprète de Chloé, explique d'ailleurs « C'est dans les gestes médicaux que j'ai trouvé la concentration nécessaire pour jouer et me prendre pour un médecin. Thomas est très attaché à la vraisemblance des gestes. Il nous a montré et nous a appris à l'imiter jusque dans les détails les plus invisibles à la caméra. Il me reprenait quand des bulles d'air restaient dans la seringue. Quand il me félicitait d'avoir exécuté un geste dans les règles de l'art, j'avais vraiment l'impression d'être un bon médecin. Il nous a traités comme des internes. »
Thomas Lilti a aussi voulu montrer la réalité de la médecine en mettant en avant 2 personnages féminins que sont Alison et Chloé, qui jouent donc les jeunes internes, parce qu'aujourd'hui, 50% des médecins en France sont des femmes. Ça change donc du film original Hippocrate qui était porté principalement par des hommes. Et surtout, Louise Bourgoin et Alice Belaïdi ne voulaient surtout pas que leurs personnages soient sexualisés. Autre représentation de la réalité, le fait qu'Hugo soit fils de médecin comme l'équivalent d'un élève sur 2 en 2e année de médecine actuellement. Et j'ai l'impression de répéter la même chose à chaque fois, mais comme plusieurs séries, celle-ci n'a pas été épargnée par le fait que son tournage a dû être interrompu pendant 3 mois au printemps 2020 en raison de la crise du Covid et il a repris ensuite en été. Thomas Lilti en a d'ailleurs profité pour cette pause pour reprendre du service et offrir son aide de médecin aux urgences. Bien que modestement, il explique que ce retour au poste était un moyen pour lui d'apporter son aide au corps médical et permettre aux médecins plus expérimentés de se reposer. La série a aussi fait don de son matériel médical tel que leurs gants, leurs blouses ou encore leurs masques à l'hôpital Robert-Ballanger, là où la série est tournée, ainsi qu'à la Croix-Rouge. Pour ce qui est du tournage, il a été à la fois éprouvant mais drôle pour les comédiens. Éprouvant par rapport au scénario qui pouvait être dur comme les scènes de réanimation, comme l'explique Louise Bourgoin. A contrario, Alice Belaïdi s'est beaucoup amusée des effets spéciaux de la série, notamment tout ce qui concerne les cicatrices. Et enfin, j'ai une réponse à la question que tout le monde se pose pour cette saison 2. Pourquoi est-ce que la sonnerie du portable d'Igor est Femme Like You de Camaro ? Eh bien, Thomas Lilti souhaitait avoir une chanson populaire au sein de la série pour réveiller un imaginaire collectif et ancrer le personnage dans sa personnalité de bon vivant. Merci beaucoup Elsa, on y voit beaucoup plus clair à présent grâce à tes précisions sur la production d'Hippocrate. J'ai une question déjà, est-ce que vous trouvez, donc juste en termes de mise en scène, est-ce que vous la trouvez bien mise en scène cette série artistiquement? Est-ce que c'est réussi, Florian? Ah bah oui, pour le coup en termes de mise en scène, pour le coup ça je trouve ça très réussi. On sent, et d'ailleurs j'en parlais au départ et je citais une interview de Thomas Lilti qui trouve qu'il a progressé par rapport au cinéma et effectivement c'est très bien mis en scène, c'est très bien rendu. Ce que j'aime beaucoup c'est que la réalisation traduit le déplacement incessant des corps, que ce soit les malades, les brancards, mais aussi les soignants qui vont de pièce en pièce, qui courent, qui sont toujours en mouvement. Et avec ça, on a des travelling, des plans rapprochés, des inserts. Et ça, c'est très bien rendu et ça rend vraiment, j'allais dire hommage, mais c'est pas le bon mot, mais on est vraiment immergé dans leur quotidien. Dans l'univers. Elsa? Moi, j'aime beaucoup la justesse avec laquelle le matériel médical est filmé. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à faire des gros plans des fois sur une seringue, ce qui a marqué, etc. Donc vraiment, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Et Emma, toi, t'es d'accord aussi? Je trouve qu'il y a de très beaux plans. De très beaux plans. Non, mais je trouve qu'elle est très belle scène, des très beaux plans dans la disposition des personnages. Enfin, c'est très bien filmé. Par exemple, quelque chose qui me faisait un peu peur du côté réaliste et que je n'aime pas du tout, moi, en termes de réalisation, c'est les caméras un peu tremblantes, qui sont en mouvement en même temps. Je trouvais, par exemple, dans Lupin, on voyait beaucoup cette idée de caméra qui bougeait alors que le personnage était fixe. Et ce que je me disais, c'est que dans un hôpital, peut-être qu'on va utiliser ça. Et pas du tout. Je trouve que la caméra est quand même assez fixe. Et pour ça, ça donne naissance à des très jolies scènes en termes de photographie. Et autre question justement, est-ce que ce réalisme-là dans la série est réussi? Est-ce que on est à fond dedans? Est-ce que c'est un parti pris qui est réussi, Elsa? Alors je sais pas si c'est réaliste parce que je suis pas médecin, mais je trouve que ça a l'air plus réaliste que certaines séries que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et comme je le dis, parce qu'il n'hésite pas à filmer vraiment des détails, c'est toujours dans les détails que tu vois jusqu'à quel point il a été dans sa recherche. Donc moi je trouve ça plutôt réaliste. Florian, t'es d'accord aussi? C'est plutôt réaliste, mais là pour le coup, pour moi, c'est pas réussi en termes de série télé. C'est peut-être réussi médicalement et ça rend bien grâce aux choses telles qu'elles se passent réellement dans les hôpitaux. Mais en termes de série télé, c'est pour moi là où le bas blesse, c'est que pour moi, on n'est pas dans le réalisme, on est dans l'ordinarisme. En fait, on rend les choses ordinaire. Et quand on regarde une série télé, on a besoin de voir de l'extraordinaire, même si on le fait avec vraisemblance et qu'on montre des choses qui pourraient se passer dans un hôpital. On a besoin de voir des choses, en tout cas moi j'ai besoin de voir des choses extraordinaires. Là, le fait de voir vraiment l'ordinaire d'un médecin avec des cas plus ou moins intéressants, ça rend les choses lentes, molles, longues. J'aurais pas plus envie de regarder le quotidien ordinaire d'une expert comptable, si vous voulez. Donc c'est peut-être très bien rendu parce qu'on utilise les bons noms de médicaments avec les bons dosages et les acteurs font les bonnes manipulations, mais ça m'ennuie profondément. Emma. Pour moi, c'est les détails qui font la différence. Les détails, c'est ce qui fait la différence entre un hôtel 5 étoiles et un palace. Et c'est pour ça que je trouve que Hippocrate fait la différence. C'est que dans une période aussi compliquée que la nôtre, il est
pour moi primordial de montrer une réalité peut-être ordinaire mais qui a toute son importance en fait au final parce que ça montre quelque chose qui existe vraiment et qu'on oublie un petit peu trop alors que c'est au final au cœur de nos vies et j'en parlerai tout à l'heure mais pour moi dans notre période c'est une série qui est primordiale. Florian. C'est sûrement primordial par rapport à l'époque actuelle mais pour moi encore une fois, je l'ai dit au début, c'est très personnel et ça met pas en avant des erreurs ou quoi que ce soit sur la série, mais c'est quelque chose que je préfère voir du coup dans un documentaire. Si on a besoin et que c'est primordial pour l'époque de montrer la réalité du milieu hospitalier, y a des séries documentaires géniales comme par exemple Formula One, je prends cet exemple-là parce que je le connais bien. Alors ok, c'est une série documentaire sportive sur l'univers des compétitions de Formule 1 sur Netflix, mais je pense que tous ceux qui la regardent peuvent vous le dire, c'est criant de réalisme et c'est génial, c'est monté comme un Game of Thrones de ce sport-là, c'est absolument génial. Et je pense qu'on peut trouver des séries, par exemple sur TF1 on avait une époque Baby Boom qui était une série documentaire de réalité qui suivait une maternité avec plusieurs femmes, donc c'était sur une longue période qui venaient, qui étaient sur des rendez-vous avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après. Donc je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à faire à ce niveau-là. Dans la fiction, je préfère, et encore une fois ça n'engage que moi, des choses comme par exemple Les Bracelets Rouges qui racontent une certaine réalité, peut-être un peu romancée, mais où au moins on a des personnages avec des vraies quêtes et des arcs narratifs que j'ai envie et besoin de suivre. Emma. Moi je trouve qu'on peut faire de l'extraordinaire dans l'ordinaire et c'est ce que je ressens avec Hippocrate, peut-être que c'est très personnel aussi en tout cas, mais je trouve que voilà, ça se ressent comme ça. Elsa. Mais avec une série documentaire, tu touches quand même un peu moins de monde en France qu'une fiction, là où tu as quand même un casting qui est assez... Voilà, Louis Bourgoin et Alice Belaïdi sont assez connus. Je pense qu'aussi c'est en termes de qui tu veux toucher et le nombre de personnes que tu veux toucher aussi. Il y a Géraldine Nakache aussi dans un rôle secondaire. Bah ça justement, moi ça m'a beaucoup ennuyé. Alice Belaïdi, Géraldine Nakache, alors Louis Bourgoin un petit peu moins, mais et pourtant elle joue très bien. Mais moi le fait qu'il y ait un casting un peu connu m'a vraiment gêné à rentrer dans l'univers. Géraldine Nakache, mais voilà, elle joue très bien, il y a aucun problème. Mais moi ça m'a posé problème de la voir en directrice d'hôpital un peu pas froide mais vraiment submergée par son travail, surmenée. Et j'ai eu du mal à y croire parce que je la connais trop. Peut-être qu'avec un casting par exemple Zachary Chasseriau que je connaissais pas, je le trouve extrêmement bon. Peut-être que si les personnages d'Alice Belaïdi, Géraldine Nakache, peut-être Louise Bourgoin aussi avaient été joués par d'autres acteurs, peut-être que ça m'aurait aidé. Je sais pas. Moi je trouve justement que ce casting il aide, ça nous donne quand même quelques repères dans un milieu où on n'a pas forcément beaucoup de repères. Et ça nous rassure, et vu qu'ils sont bons, au-delà de ça ils sont tous très bons. Et Géraldine Nakache, moi je trouve que vraiment on voit qu'elle fait de son mieux, mais en même temps elle passe son temps à devoir gérer crise sur crise et que c'est compliqué. Emma. J'avais rien dit. Ah, rien du tout. Très bien. Bon bah alors du coup j'avais justement une question. Voilà, sur ce casting, bon toi tu y as répondu un peu, mais vous trouvez que c'est réussi ce casting là, il marche, et au-delà de ça est-ce qu'il est bon, Emma? Moi je l'ai trouvé très bon. Enfin il y a aucun personnage auquel je j'étais pas un minimum attachée. Et encore une fois j'ai trouvé ça compliqué de m'attacher parce que je n'ai pas vu la saison 1, donc je n'ai pas le background. Mais quoi qu'il arrive, il y a aucun que j'ai trouvé qui dénotait de l'ensemble. On y croit que c'est des internes, Elsa? Ah oui, moi j'y crois à fond parce que tu le vois dans leur réaction psychologique face aux événements qu'ils subissent. Donc par exemple là aux urgences, on voit que Hugo et Alison, ils n'ont pas l'habitude de voir certains cas, donc ils sont un peu perturbés et tu le vois dans leur réaction, donc moi j'y crois. Ouais. D'ailleurs on parlait d'Alice Belaïdi, mais alors dans l'épisode 2, moi il y a un juste, elle dit oh non, elle dit ça avec une justesse de jeu, et souvent c'est assez dur de jouer des répliques très très courtes, mais alors là je trouve que c'est... Je spoil pas sur quoi, mais c'est sur un cas en gros où elle est inquiète pour le cas, et le personnage joué par Bully Lanners justement dit que bon, il peut mourir comme survivre, et elle lâche un oh non mais d'une justesse incroyable, et on sait que je trouve qu'elle est d'autant plus forte. Autre question pour toi Florian, est-ce que l'arrivée de ces nouveaux personnages du coup en saison 2, est-ce qu'ils vont rajouter de la fraîcheur? Il y a Dr Brun qui est incarné par Bully Lanners, il y a Igor dont j'ai pas le nom de l'interprète mais qu'on salue. Est-ce qu'ils
pour rajouter un peu de fraîcheur. Je vais trouver qui est Igor, vous inquiétez pas. Oui, bah justement, c'est ce que je voulais dire quand même par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mention spéciale quand même à Bully Lanners, que je trouve génial dans ce rôle du Dr Brun, qui amène un côté punk à la série et ça lui manquait beaucoup. Ça va aussi avec le côté urgence dont je parlais tout à l'heure, pas la série, mais le côté ce service des urgences qui va être vraiment prédominant dans la saison 2 avec de la nervosité dans la réalisation, plus de rythme et je le trouve génial. Et lui, pour le coup, c'est un personnage que je trouve vraiment incarné avec de l'épaisseur et sans en dire beaucoup. Je trouve qu'il porte énormément de choses. Donc lui, c'est vraiment, il m'a bluffé en un seul épisode. Il y a Anne Consigny aussi dans la saison 1 que je trouve d'une incroyable. Ouais, mais moi j'ai vu que l'épisode 1 de la saison 2 puisque je voulais vraiment rester le plus droit par rapport à notre podcast. Sans savoir ce qu'elle est devenue. Exactement. Et donc Anne Consigny, en tout cas dans la saison 1, est d'une incroyable douceur et en même temps froideur que je trouve absolument géniale. Et c'est une actrice qu'on voit pas assez. Je la trouve super. L'acteur d'Igor, il s'appelle donc Théo Navarro-Mussi, qu'on salue encore une fois. Mais tu voulais dire quelque chose, Emma? Oui, moi c'est mon coup de cœur de la saison 2, c'est le personnage de Dr Lebrun, Dr Brun, pardon, Bully Lanners. Que je trouve incroyable. Je le trouve fantastique dedans et c'est mon personnage préféré. Vraiment, voilà. On est d'accord. Vous êtes pour une fois, c'est déjà beaucoup. Mais justement, avant qu'on s'intéresse, qu'on revienne sur d'autres questions, je propose que Emma, tu nous parles un peu, tu nous éclaires un peu sur la représentation des séries médicales, c'est ça, à travers les années. Il est l'heure du focus d'Emma. Alors, je voudrais commencer ce focus avec un petit message. J'aime bien faire ça en général. Un petit message, très bien. Voilà, c'est pour les aides-soignants, pour tous les médecins qu'on a en France, avec cette chance qu'on a de les avoir. Sans vous, la situation serait dramatique actuellement, même si elle l'est déjà. Et je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous pouvez nous apporter. Et même si les applaudissements à 20h, pour moi, étaient largement insuffisants pour vous récompenser de tout ce que vous faites, merci pour votre temps, pour votre énergie et pour votre investissement pour nous sauver chaque jour et vraiment je vous apporte toute ma reconnaissance éternelle et vous êtes le métier que j'admire le plus au monde, surtout en cette période. Bon, maintenant que j'ai fait mon petit discours, je peux commencer mon focus. Depuis quelques années, on voit une ascension des médecins au panthéon des héros de fiction. Mais il y a 150 ans, mettre un médecin en tant que héros dans une fiction aurait été impensable. Je ne sais pas si vous le saviez, mais tout au long du 19e siècle, le métier de médecin était méprisé et les chirurgiens, ça ne jouissait pas du tout du prestige qu'on va trouver actuellement chez eux. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. On glorifie les médecins, ces sauveurs de vie humaines et on leur consacre même des séries entière. Mais vous me demanderez, qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Mais qu'est-ce qui a provoqué ce changement? J'aime bien quand c'est Elsa un petit peu qui change. Eh bien, tout a commencé en 1930. Au cours de cette décennie, le plus puissant lobby médical alors, l'American Medical Association, AMA, fait pression sur les scénaristes d'Hollywood et leur intime de redorer un peu l'image des médecins dans les films. Et c'est là où le premier film des médecins apparaît, qui est Men in White. Mais si, on n'est pas là pour parler de films, on est là pour parler de séries. Les séries médicales produites au début des années 50 s'inscrivent dans ce sillage. Ces productions dépeignent les médecins et les chirurgiens en particulier en chevalier la croisade moderne de la science contre la mort, ce qui contribue à l'ascension sociale des vrais médecins. Des programmes comme The Doctor sur NBC dans les années 50, entre 52 et 53, City Hospital, pareil les mêmes années, et surtout Medic, première série médicale diffusée en prime time aux États-Unis, rencontre un franc succès. Petit à petit, on observera une réécriture des personnages des médecins, ils deviennent de plus en plus humains. Par exemple, dans la première saison de Grey's Anatomy, l'interne Christina Young tombe enceinte mais ne souhaite pas garder l'enfant. On parle alors de son choix de recouvrir à l'IVG. C'est une des premières fois où on parle vraiment de ce genre de sujet à la télé, surtout pour un programme grand public. On observera ce côté humain aussi dans Hippocrate avec les maladresses des internes où au final tout le monde fait des erreurs. Comme on dit, l'erreur est humaine et même les médecins peuvent en faire. Erreurs qui sont parfois reprochées car il y a des étudiants de médecine qui ont d'ailleurs disséqué la série et pointé du doigt en disant que c'était pas du tout que c'était des trop graves erreurs pour que ce soit réellement commis par les internes. La déconstruction de la figure idéaliste du médecin est poussée un cran plus loin dans la série Dr House qui subvertise totalement le catéchisme professionnel hérité des années 60. En effet, comme le note Pamela Title,
c'est mieux. Gregory House casse le stéréotype étroit et figé du médecin idéal, le héros fort et courageux. Dans Hippocrate, on voit aussi ça avec des médecins qui sont poussés à bout dans leur pire retranchement, qui, comme je disais, commettent des erreurs qui sont parfois impardonnables. Les anti-héros refont surface pour devenir les vrais nouveaux héros. C'est aujourd'hui ce qui fait le succès d'ailleurs des séries portées sur la médecine. La représentation contemporaine des médecins dans les séries télévisées médicales remplit une fonction symbolique. C'est ce que François Jost nomme universalité anthropologiste. Pour Jost, le succès des séries contemporaines tient au fait qu'elles racontent l'histoire de personnages du mode mimétique bas, c'est-à-dire des personnages qui nous ressemblent. C'est là où les feuilletons qu'on va voir, qui seront beaucoup plus idéalisés, vont avoir des héros invisibles représentés comme super-héros publics, ce qu'on va appeler le mode mimétique haut. C'est pour ça qu'on regardera les 158 saisons de Grey's Anatomy, c'est pour ça qu'on adorera le personnage de Dr House même s'il est détestable, c'est parce que dans chaque héros se cache un humain qui, comme nous, fait face à des difficultés et commet des erreurs. Et c'est pour ça qu'Hippocrate est une série réussite, car elle nous captive dans un quotidien réaliste et non idéalisé. C'est ce que tu disais Florian, c'est un quotidien, c'est la vie d'interne. Et dans une interview de Le Point Pop, ce que je disais, il y a des internes qui commentaient la série et qui la décrivaient comme réaliste et qui dépeint le quotidien des internes et la situation des hôpitaux français. Je les cite d'ailleurs, ces jeunes qui ont intervenu. Pour continuer de les citer, il y en a un qui s'appelle Alexandre Leguin qui a dit « Les internes sont toujours débordés et font souvent des gardes de 24 heures. C'est un métier dans lequel on va utiliser les gens à fond et l'un des buts de la série est justement de montrer que le manque de médecins à l'hôpital est une réalité qu'on vit actuellement d'ailleurs. Une problématique illustrée dans Hippocrate par la fatigue psychologique des soignants surmenés et par des erreurs de prise en charge parfois dramatiques pour les patients. Mais un autre étudiant derrière explique qu'il trouve qu'on arrive vraiment à mettre un juste milieu entre l'aspect épuisant psychologiquement et l'épanouissement du métier. Aujourd'hui, Hippocrate fait partie des séries françaises autour de la médecine qui ont le plus marqué les esprits par ce côté réaliste et parce qu'elle parle à tout le monde. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Déjà, j'ai une première question. Est-ce que vous trouvez, justement, est-ce que cette série médicale-là, Hippocrate, en quoi elle se différencie des autres, Elsa ? On est moins dans le côté romanesque, c'est-à-dire qu'on est dans le côté réaliste et vraiment la relation patient-soignant et les vraies conséquences. Et surtout, il y a un aspect psychologique qui est beaucoup plus fort, l'aspect, la tension au travail, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien être dans ce côté vrai et urgent de la situation et on a vraiment l'impression d'être avec eux quand ils soignent, quoi. Et toi Florian, est-ce que tu penses que la crise du coronavirus justement elle va donner envie aux spectateurs de découvrir la série pour découvrir aussi la réalité de ce milieu-là, ou au contraire est-ce qu'elle va un peu les dissuader en se disant qu'ils en entendent parler tous les soirs au journal de télévision et du coup ça les lasse un peu? Je pense que c'est vraiment 50-50 pour le coup. D'accord. Non mais j'ai pas vraiment de vérité à donner là-dessus. Je pense que c'est vraiment, il y a des gens qui vont se sentir par rapport à ce que disait aussi Emma en solidarité avec le personnel soignant, qui vont avoir envie de regarder ce genre d'œuvre pour comprendre un peu plus encore le quotidien des soignants. Il y en a qui vont avoir vraiment envie de se vider la tête avec autre chose. Je pense que ça va être vraiment très personnel et encore une fois c'est pas bien ou pas bien, c'est juste que c'est vraiment des choix très très perso. Et juste pour réagir sur ce que disait Elsa, qui a employé deux mots, réalisme et romanesque, dans sa réponse précédente, et ça m'a fait penser à une citation que j'ai retrouvée de Thomas Lilti, qui dit que pour lui le réalisme n'est pas une obsession, alors qu'on pourrait le penser en regardant Hippocrate. Le réalisme n'est pas une obsession, mais il l'utilise parce que le fait est que c'est au service du romanesque. Et là encore je suis pas tout à fait d'accord avec lui, moi, parce que je trouve que justement, et tu le disais dans ta réponse, on a beaucoup moins de romanesque que de réalisme, donc je pense que de ce point de vue là c'est pas tout à fait réussi. Emma? Moi, je suis pas d'accord parce que en fait, je trouve que le réalisme a toujours été un point d'ancrage pour le romanesque. Quand on voit des grands romans comme ceux de Flaubert ou qui sont du réalisme pur et pourtant qui amènent à du romanesque, je trouve que les deux s'ancrent totalement et qu'on le retrouve bien dans la série d'ailleurs. Florian, tu veux répondre? Non, mais voilà, j'ai pas. Non, mais c'est vrai que quand on voit par exemple dans la saison 1, donc pareil, petit spoil, si jamais vous n'avez pas vu la saison 1, reprenez dans 30 secondes. Quand on voit l'arrêt de Chloé Antowska, donc de Louise Bourgoin, sa mort entre guillemets, je trouve ça pas très spectaculaire. Et on va me dire oui, mais une mort c'est pas forcément spectaculaire, ça peut se passer comme ça. Oui, d'accord, mais je préfère voir la mort de Jeffrey Dean Morgan dans Grey's Anatomy. Je trouve ça. Il est mort.
dans la saison 2, oui, quand je n'ai pas vu qui est l'amour de Izzy, et je trouve ça tellement plus émouvant, et c'est certainement beaucoup moins réaliste, mais c'est beaucoup plus émouvant et beaucoup plus spectaculaire, et ça me donne en tout cas plus envie de regarder ça. Emma. Ouais, mais je trouve que dans des séries comme Grey's Anatomy, on va plus montrer le point de vue du spectateur que le point de vue du médecin. Par exemple, le fait justement qu'on soit ému, c'est le spectateur qui est ému, alors qu'un médecin... Non, on s'attache plus, c'est sûr, aux relations entre les persos qu'au cas médical. Et alors que c'est pas les mêmes séries, ça, c'est sûr. Un médecin, il est face à la mort perpétuellement, donc effectivement, il y a peut-être moins d'émotions et moins d'aspects, j'allais dire extraordinaires, mais pas extraordinaires, mais moins d'aspects spectaculaires à la mort, parce que c'est quelque chose qu'on oublie, qui est foncièrement quotidienne, donc surtout pour un médecin. Elsa, toi qui as vu la saison 1, est-ce que tu penses que la saison 2 elle va nous amener sur un autre terrain, est-ce qu'elle va développer d'autres choses qu'on n'avait pas encore vues dans la première saison? Alors oui, je pense, parce que la première saison, on est plus dans la découverte de ce service, la découverte des personnages, etc. Et cette deuxième saison, le fait d'avoir amené le service des urgences en médecine interne fait qu'on a d'autres personnages et d'autres relations aussi aux patients, comme je le disais. Par exemple, Alice Belaïdi, elle prend beaucoup d'émotions lorsque son patient, elle n'est pas sûre qu'il va survivre ou pas. Et là, on est vraiment voilà. Et on est vraiment dans l'émotion avec le patient, et comment est-ce qu'en tant que médecin, on gère ses émotions, surtout face à l'horreur qu'on peut voir tous les jours. Florian. Je pense pas que ça développe beaucoup d'autres choses, parce que déjà dans la saison 1, c'était ma critique, il n'y avait pas d'arche narrative vraiment avec des quêtes des personnages. Pour moi, c'est un enchaînement de situations médicales qui est comme l'afflux de patients qui arrivent. Donc je pense que ça va continuer comme ça. En fait, la saison 1, je la trouve très déséquilibrée et inégale. C'est-à-dire que toute la première partie de la saison 1, on n'a que du médical, que des cas comme ça qui s'enchaînent. À partir de l'épisode 4-5, on commence à avoir de la vie des persos, et il n'y a plus du tout de médical. On apprend sur la valve de Chloé, on en apprend sur l'histoire d'amour entre Allison et Hugo. On a que de ça, et puis après ça revient. C'est très bizarrement construit, et j'ai peur que dans la saison 2, ce soit un peu ça aussi, qu'on ait parfois que du médical en oubliant complètement les persos, et après que des persos en oubliant les cas. Je suis décontenancé par cette série. Emma. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la prise de position dans le métier par le personnage de Allison, qui se voit en fait intéressé par le métier d'urgentiste. Et je trouve que ça pourrait être un point très intéressant à développer dans la série, et j'espère que ça va être développé. Dans la saison 2, oui, je pense que c'est un peu l'idée. On va voir jusqu'où ça va. Mais bon, avant du coup le cliffhanger dans lequel je vous poserai la question fatidique, s'il faut oui ou non continuer à regarder Hippocrate, s'y mettre, ou alors continuer à regarder cette saison 2, je vous propose qu'on s'intéresse un peu à ce que vous pourriez aimer, vous les auditeurs, si vous aimez Hippocrate, et c'est Florian qui va nous en parler avec les recos de Flo. Alors on a beaucoup parlé pendant tout l'épisode de beaucoup de séries médicales, comme Urgence, qui est vraiment la référence de Thomas Lilti, comme Grey's Anatomy, comme Doctor House dont on a parlé. Donc ces séries sont très connues. Je vais plutôt vous parler de séries un tout petit peu moins connues, médicales aussi, mais qui ont aussi un intérêt. Par exemple, je viens de citer Doctor House. Il y a une série sur Netflix en ce moment qui s'appelle Diagnosis. C'est une femme, c'est une série d'ailleurs documentaire, c'est pas une série de fiction, qui s'est inspirée de Dr House pour prendre cette spécialité, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste dans la résolution d'énigmes médicales complexes. Et donc ce n'est pas un personnage de fiction, elle a vraiment ce rôle qui est le même que Gregory House, mais dans la vraie vie. Et du coup, ça donne une série documentaire qui est vraiment passionnante, parce qu'on voit comment la fiction a amené des vocations et permet aujourd'hui à cette soignante d'exercer ce métier-là. On a aussi une série qui s'appelle Transplant, qui est difficilement disponible sur des plateformes légales en France parce qu'elle est diffusée sur Warner TV. Sinon, vous pouvez la regarder en streaming illégal. Bouh. Transplant qui a ce petit truc en plus d'être sur fond d'immigration, puisqu'on a un médecin syrien qui arrive au Canada et qui, en plus de tout son travail de soignant, doit en plus de ça se battre contre les préjugés liés à son statut d'immigré. On a aussi une série un peu historique, médicale historique, qui s'appelle The Nick, sur le premier hôpital avec Clive Owen, avec des opérations qui se font en public. C'est assez déroutant à regarder sur vraiment les premières techniques médicales, mais c'est assez incroyable comme série.
Pour aller un petit peu sur le cinéma, vous avez évidemment les 3 films de Thomas Lilti que j'ai cités au début de l'épisode avec Médecin de campagne, Première année et Hippocrate en 2014. Si vous aimez son style, vous pouvez évidemment regarder ça. Et je vais finir par des livres, puisque Thomas Lilti a sorti très récemment un livre qui s'appelle Le Serment. On l'a dit tout à l'heure, Elsa l'a rappelé, pendant le premier confinement en mars 2020, Thomas Lilti a repris son job de médecin en retournant au contact des patients pour aider ses confrères. Et il en a sorti un livre qui est non pas une autobiographie, mais une réflexion sur la dualité entre son métier de scénariste-réalisateur et son métier de médecin. Est-ce que l'un peut aller sans l'autre ? Est-ce que l'un nourrit l'autre ? C'est un livre qui est passionnant. Pour le coup, j'ai plein de critiques à faire sur la série, mais je trouve le livre, pour ce que j'en ai lu, des extraits assez passionnants. Et enfin, je voudrais juste citer une recommandation de Thomas Lilti lui-même. Si vous avez aimé Hippocrate, vous allez forcément aimer ses propres recommandations. À la fin d'une interview, on lui demandait à Thomas Lilti justement qu'est-ce qu'il pourrait recommander. Eh bien, il recommande l'Odyssée d'Hakim, qui est une BD. Ça n'a rien à voir avec le domaine médical, c'est justement sur le parcours d'un migrant, Hakim. C'est de la BD, donc c'est assez digeste et ludique à lire. L'Odyssée d'Hakim, si c'est en 3 tomes. Si vous avez aimé Thomas Lilti, vous aimerez sûrement ses propres recos. Bien, merci beaucoup pour toutes ces recommandations, mais il est de mon devoir de vous dire qu'il est maintenant l'heure du cliffhanger. Faut-il, oui ou non, regarder toute cette saison 2 d'Hippocrate, Elsa Morel ? C'est prenant, c'est intense, on a envie de découvrir encore plus les secrets médicaux des docteurs, donc moi c'est un oui. Elsa le regarde. Emma, toi? Alors moi je pense que le problème c'est que j'ai pas vu la première saison, donc tu vas regarder la une. Et bah du coup, est-ce qu'il faut-il voir la saison 2? Oui, mais est-ce qu'il faut voir la saison 2? La saison 1, je ne sais pas, je vous dirai. Moi je peux vous dire oui. J'ai envie de vous donner mon petit coup de cœur quand même de cette série, qui est un détail qu'on ne nomme pas souvent, c'est le générique. J'adore le générique de la série, super, oui. Je trouve top, la musique est top, même le montage. Donc voilà, pour moi c'est de ce que j'ai vu de cette saison 2, j'ai beaucoup aimé, donc oui, c'est un oui pour moi. Approuvé, Florian? Bah moi je suis pas tenu en haleine par les objectifs des personnages. Comme il n'y a pas vraiment d'histoire et que c'est qu'une suite de situations, j'ai pas d'urgence à regarder la suite en fait. Je suis pas là à me demander mais qu'est-ce qui va arriver à ces personnages. Je sais juste qu'ils vont vivre une vie de médecin et je ne sais pas ce que pourra être le prochain cas médical, donc j'ai pas d'urgence à regarder ça. Si je tombe dessus, je vais pas détourner le regard parce que c'est pas désagréable, mais de moi-même je n'irai pas plus loin. Ah bah d'accord, et ben moi, contrairement à toi Florian, moi je lance une alerte coup de cœur avec Hippocrate que j'ai découvert. J'étais un peu réticent pour y aller parce que on parle tellement de médecine, c'est tellement compliqué la situation sanitaire actuellement que j'avais des doutes. Mais en fait du coup j'ai regardé pour le podcast et j'ai regardé la saison 1 que j'ai regardé en à peine 1 ou 2 jours. La saison 2 je pense la déguster aussi rapidement et je trouve que vraiment c'est très très réussi, ils sont tous excellents, c'est bien réalisé, c'est très bien écrit, les personnages sont attachants, quasiment tout est réussi dans Hippocrate. Moi je conseille chaudement Hippocrate qui est donc une excellente saison. Donc bon, généralement on vous recommande plutôt pas mal de regarder cette série là, mais vous pouvez aussi nous dire sur nos réseaux sociaux avec le @épisode1 podcast si vous voulez regarder cette série là. Mais avant qu'on se quitte, je vous propose quand même qu'on se mette un peu au défi. Vous pouvez jouer tout seul chez vous ou entre amis, c'est fait pour tout le monde. C'est un blind test en plus avec un enjeu, c'est le serial killer qui remportera ce blind test pourra choisir le thème d'un prochain épisode. Et donc il est l'heure de se challenger avec le terrible blind test. I accept that challenge. Challenge accepted. Ça va, vous accepter tous ce challenge mis par Barney Stinson dans I Met Your Mother? J'ai une proposition parce que vu que Florian et Elsa sont très mauvais, je propose qu'ils cumulent leurs points. Alors oui, parce que je toi tu te sens plus, je contextualise. Sur les derniers épisodes, Emma a gagné mais royalement les blind tests, quasiment tous les points. Donc vous voulez faire ça aujourd'hui, tout le monde contre Emma Salvarelli? Allez, c'est parti. La guerre est lancée. Si je gagne, ce sera doublement la honte pour vous. On a hâte de voir la série que tu choisiras pour le prochain épisode. Faut pas faire 0, Florian. Allez, là c'est chaud pour vous, parce que vraiment tout le monde, si vous perdez, c'est vrai que c'est compliqué. On y va, vous êtes prêts? Oui. Allez, on a un thème ou pas? Oui, c'est des répliques de films en VF, comme d'habitude. De séries, non, de séries, pas de films. On reste dans le thème des séries. Okay. Répliques de séries en VF, des fois elles sont en française, du coup c'est bon, des fois non. En française, marrant ça. Allons-y pour le premier. Il se passe beaucoup de choses horribles ici.
Emma. Grey's Anatomy. Oh bah... Mais c'est pas Il se passe vrai. beaucoup de choses horribles Bravo. ici, tout de suite c'est bon, c'est Grey's. Et bah c'est un point avec Grey's Anatomy. Bien joué. Bon bah c'est la voix que t'as reconnue, Ouais. c'est que tu regardes les séries en VF aussi un peu. Ça m'arrive de temps en temps. Voilà, c'est ça. Non, mais surtout que la voix de Meredith Oui, dans Meredith. Grey's Anatomy est... Allez, un premier point pour toi contre l'équipe K0 pour l'instant, l'équipe adverse. On continue. Correcteur à la con. J'ai Mais non, j'écris un truc là. J'ai Sextoté Max. Elsa. Planqueur. Planqueur, exactement. Bravo. Zita Andro et Sabrina Wazani qu'on a entendu à côté. Un point pour l'équipe Elsa El Florian, Flo. un pour l'équipe d'Emma. On continue. Tu sais quoi? Tu me les casses. Rick, tu me casses les couilles. J'ai Elsa. The Walking Dead. Exactement, Walking Dead. Bien joué, c'est Rick qui t'a Sinon, aidé. Oui. j'étais Le juste prénom. derrière. T'arrives. Ouais, il y a l'équipe. Voilà, Emma, tu te fais pour l'instant T'inquiète. doublé par l'équipe Elsa Florian. On continue avec celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Verre artificiel. J'ai. Elsa Florian. Friends. Oui. Friends, exactement. Pareil. Oh là, 3. Vous avez 3 points, 3 et 1 pour Emma. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'ai ça fait va la être maline, compliqué, j'ai fait la Emma. maline, mais... Allez, on y va pour le dernier. Dis-le à papa, on va voir ce qu'il pense. Je veux plus être un louveteau. Comment ça? Bah, il veut plus aller au camp ce week-end, ni au catéchisme. J'ai- non, alors. Emma. à table. Oula, pas du À tout. table. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça, exactement. On a notre jingle de fais pas ci, fais pas ça à table. Bon, alors ça se finit sur un 2-3, donc c'est quand même la victoire de l'équipe Et adverse. voilà. Florian. Emma, tu. De quoi Florian 0. Florian. Non. Florian Mais 3. je l'accepte dans mon équipe. C'est hein. l'équipe Florian adverse. 3. C'est quand même une victoire. Bah, vous choisirez pour un prochain épisode le thème, le sujet, la série à laquelle on s'intéressera. Mais voilà, bon, c'est la fin pour aujourd'hui d'épisode 1. Merci à tous nos serial killers. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 et afin de nous donner de la force. Et vous pouvez donc suivre notre compte Instagram épisode 1 podcast où il y a plein de contenus exclusifs que nous concocte, notamment Elsa avec ses petits doigts, ses petits je sais pas quoi, avec tes petits ustensiles. Merci d'avoir Avec écouté. mon fouet. Avec ton fouet. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos.